Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Prévention de Collectim. Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite du changement, qui est un sujet important et qui concerne tout type d'organisation. Et pour ce faire, on va accueillir Nicolas Sclaric. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Alors Nicolas, tu as toi une longue expérience dans le domaine de la protection sociale, de l'enfance, pardon. Oh là là, le lapsus. De la protection de l'enfance, chargé de mission qualité pour les CADA de Bretagne. CADA, c'est Centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ouais. Tu es évaluateur pour l'HAS pour les certifications. Oui. Tu vas aller dans les établissements. Oui. Et puis, tu as été formé à la conduite du changement à HEC. Oui. Alors, quand on parle conduite du changement, tu vois, moi, il y a une première chose qui me vient à l'esprit, un premier paradoxe, qui est le fait que, en fait, changer, on ne préfère pas changer. On préfère rester comme on est dans nos habitudes. Et en même temps, toutes les espèces ont dû changer pour s'adapter aux évolutions. Et donc, d'un côté, c'est une nécessité. De l'autre côté, on ne préférerait pas. Oui, effectivement. Darwin l'a bien dit, le changement, c'est une nécessité vitale pour les espèces. Aujourd'hui, les organisations doivent elles aussi évoluer pour survivre aux pressions sociétales, économiques et politiques. On a dans le secteur social et médico-social des managers qui sont souvent en première ligne pour accompagner les changements. Ça peut être par des réformes réglementaires, mais également par les évaluations de la HAS qui demandent aux organisations à ce qu'elles changent, ou des attentes des usagers. Il va falloir changer. Il faut des adaptations constantes. Pour cela, les professionnels expriment ce sentiment naturel darwinien de défiance face au changement. Il y a un paradoxe qui s'explique par la tension, d'un côté le besoin de sécurité et de l'autre côté la nécessité d'adaptation. C'est un véritable paradoxe. Les individus en eux-mêmes, par nature, on va rechercher des repères stables, une reconnaissance de notre identité. Alors que le changement, ça produit une incertitude, voire une peur. Également de la colère face aux injonctions. Et d'ailleurs, le psychanalyste Yves Clos souligne que le travail non discuté ou non écrit, non reconnu, devient lui-même une source de souffrance. Donc, accompagner le changement, c'est essayer d'avoir un rôle de régulation cognitive et de reconnaissance, transformant une expérience en un savoir partagé. Moi, lors d'une conférence de Véronique Nguyen à HEC, j'ai découvert une approche du changement fondée sur les petits pas. Une grille de lecture qui m'a permis de mieux comprendre comment articuler le pilotage d'un côté et l'accompagnement de l'autre, la structure et la souplesse dans des contextes où les équipes peuvent être en résistance. François Julien, enfin, le philosophe, rappelle que l'efficacité dans la transformation progressive plutôt que dans la rupture brutale. Et également, le paradoxe se résout donc par cette articulation. Il faut sécuriser sans rigidifier, il faut transformer sans brutaliser. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs méthodes de conduite du changement, qu'il y a plusieurs personnes qui ont théorisé ça. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Oui, vraiment 2-3 modèles qui m'ont quand même permis de comprendre comment on pouvait accompagner le changement. Des exemples concrets, l'entreprise Renault, les voitures qui sont passées quand même des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Et là, on reconnaît un modèle de changement, le modèle de Cutter, quasiment point par point, où d'abord Renault a, première phase, créé un sentiment d'urgence en expliquant qu'il y avait des pressions de règles européennes, une concurrence de marché, et puis également un contexte sociétal et environnemental qui portait à passer du thermique à l'électrique. Après, le PDG a constitué une équipe solide afin d'accompagner au long terme la transformation. Il avait une vision claire. Son objectif, c'est de devenir acteur majeur de la mobilité électrique en Europe et durable. Cette vision, elle était communiquée. Il en a fait part en interne et en externe. Puis après, il a pu lever des obstacles qui étaient de restructurer les usines, c'est pas rien, restructurer les usines et la formation des salariés. Après, suite à cela, il a lancé un modèle comme un élément qui allait montrer que c'était possible et que ça allait apporter des bénéfices possibles pour les salariés, des bénéfices pour l'entreprise. C'est la Mégane E-Tech. Puis aujourd'hui, il continue à élargir sa gamme en innovant, en essayant d'être durable et en intégrant véritablement une culture, dans le sens où penser la mobilité avec un véhicule moteur thermique et la penser en électrique,
Ça n'a rien à voir pour si je ne sais pas si tu as un véhicule électrique, mais on pense différemment son trajet. On est moins dans une performance, dans un gain de temps, on est plus dans une inscription dans son environnement et dans la société, avec un mode différent d'appréhension de la mobilité, complet. Un second exemple, c'est la SNCF, qui elle a vécu un grand changement. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait quand même, on allait au guichet, chercher notre billet. Il y avait de longues files d'attente, on était au coup, il fallait se renseigner, il fallait aller chercher l'information. Et puis il y a le digital. Aujourd'hui, on est complètement avec des applications, avec un rapport à la SNCF qui est plus souple, plus rapide, qui nous permet de mieux appréhender les aléas des transports. Et tout cela est venu avec également une prise de conscience. Donc c'est un modèle qui s'appelle le modèle ADCAR, qui est basé sur le fait que l'on va persuader les personnes, les salariés, à l'importance du digital. Donc tout d'abord, il était indispensable pour améliorer l'expérience et rester compétitif, face à Blablacar ou Flixbus, de modifier le mode d'accès et l'utilisation du train. Une volonté, il fallait que les équipes soient embarquées dans cette idée-là, en leur montrant qu'il y avait vraiment des bénéfices concrets, simplifier les réservations, informer en temps réel, et bien sûr une connaissance, donc former les salariés, tous les salariés, à modifier le même acte avec un nouvel outil. Sortir de son bureau, aller vers, avoir des applications comme SNCF Connect, et puis une étape ensuite de capacité, c'est-à-dire qu'on voit qu'on consolide. Aujourd'hui, le digital s'est intégré dans la culture, et ça a suivi un modèle qui s'appelle ADCAR, et qui permet de comprendre comment une grande organisation peut réussir à transformer ses pratiques en travaillant avec des étapes bien structurées. Enfin, j'ai pris un troisième exemple que je trouve intéressant. Le modèle en lui-même est plus ancien. Il date de 1947, le modèle Kurt Lewin. C'est à Ikea. Alors Ikea, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, parler de génération, mais on avait l'idée d'un magasin qui vendait des meubles jetables. On le met, on l'installe, pas cher, et puis on en achète un autre un an après. Ça ne tient pas debout. L'image a complètement changé. On est dans un environnement aujourd'hui où on parle de recyclage. Donc Ikea a pris le pas et aujourd'hui récupère des meubles. Pour en créer d'autres, ils le recyclent. Ils ont des meubles plus durables. Pour cela, ils ont décongelé des habitudes. C'est le terme, décongeler. Unfreeze, change and refreeze. Donc on a des équipes qui maintenant sont amenées à prendre en compte l'impact environnemental de leur travail. Et on parle de modèles de meubles durables, c'est-à-dire qu'on l'inscrit dans le temps. On propose une gamme de meubles, des cuisines qui vont durer 10-15 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Et on consolide ensuite ces idées avec une durabilité qui est intégrée dans une culture. Et à nouveau, on voit que le changement, ce n'est pas le changement d'un moment, c'est un changement qui va s'installer et qui va être durable. Et cela a été amené, alors je le dis en quelques mots, mais basé sur un modèle existant de décongélation, changement et recongélation. Pour Ikea, pas Picard. Oui. Voilà. D'accord. Okay. Donc on voit là, on a eu des changements par rupture dans ces modèles. C'est-à-dire qu'on passe d'un état, on bascule rapidement, tout de même. Il y a un choc qui est mobilisateur, il y a une nouvelle identité, on apporte des signes. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est justement un changement un peu dans la continuité, jusqu'à ses limites, mais en tout cas qui va être un ajustement progressif et continu. On va avoir moins de résistance des équipes parce qu'on va leur permettre d'apprendre en chemin. C'est-à-dire que c'est justement cette technique des petits pas qui n'est pas la plus courante, mais qui, en tout cas chez nous en Occident, car elle vient des pays asiatiques, qui se rapproche de la pensée taoïste, du yin et du yang. D'accord. Alors c'est quoi cette méthode des petits pas ? Elle est basée sur, on va dire, des étapes cohérentes qui sont d'un changement basé sur le libre arbitre de la personne qui doit changer, son engagement et la cohérence de sa démarche. C'est basé sur l'individu. Elle a été expérimentée durant la guerre de Corée. Les Chinois, bloc communiste, avaient des prisonniers américains, bloc capitaliste. Au lieu d'avoir, pour essayer de les... Il n'a pas été question de les brutaliser pour leur extirper des renseignements, pas du tout. C'était beaucoup plus ambitieux, c'était de les endoctriner complètement à la doctrine communiste. Pour cela, la technique des petits pas, justement, a été grandement expérimentée sous forme clinique.
C'était véritablement des sujets à ce moment-là. Donc les Chinois sont partis sur l'idée de soumission librement consentie. C'est un peu un oxymore, ça, quand même. Là. Ah oui, ça nous choque. Soumission et librement consentie. Oui, on entend un peu le mot manipulation là derrière. Eh ben, c'est justement l'engagement par la cohérence. Des choses simples, le libre arbitre, il fallait toujours faire en sorte que le prisonnier ait l'impression qu'il agissait de son propre libre arbitre, qu'il était libre de ses paroles et de ses engagements. C'était la base. Comment ? Par exemple, une information anodine. Les Chinois expliquaient, ben voilà, vous savez, en Chine, il n'y a pas de chômage. C'est un fait, il n'y a pas de chômage. Système communiste. Ou alors, ben oui, mais les États-Unis, c'est pas un pays parfait non plus. Donc on est sur quelque chose, voilà. À partir du moment où un prisonnier évoquait une affirmation, quelle qu'elle soit, la plus anodine possible, on lui demandait simplement de bien vouloir l'écrire et d'en faire part, afin d'animer une discussion. C'est ce qu'on appelle l'effet du pied dans la porte. On ouvrait une chose, aussi anodine soit-elle, parce que cette technique des petits pas est que, à partir du moment où une petite concession est la voie ouverte à une plus grande. Et cela, en le cultivant petit à petit, de façon anodine, on arrive à un engagement de la personne, parce que lorsqu'elle avait à énoncer quelque chose et qu'elle l'avait écrit, on était à même de pouvoir la divulguer, d'en faire part aux autres, et de construire petit à petit un peu plus. Il était question des conditions d'emprisonnement. Il y a eu des prisonniers américains qui ont fait des pétitions auprès de leur gouvernement en parlant du fait qu'ils étaient un peu oubliés en tant que prisonniers. Et petit à petit, une forme de cohérence, et cohérence que les prisonniers eux-mêmes avaient l'impression d'incarner, parce qu'il y a un effet manipulatoire, les engageait de plus en plus vers une forme de soumission, parce que l'idée c'est d'endoctriner. Le résultat a été si important que cet engagement et cette cohérence a amené même à des prisonniers à ne plus quitter la Corée et la Chine après la guerre. D'accord, ils étaient devenus libres et ils ont décidé de rester. Voilà, le système leur paraissait beaucoup mieux que le leur, et c'est eux-mêmes qui en avaient exigé ça. À partir de là, les Japonais ont également beaucoup cultivé cette théorie taoïste dans la reconstruction du Japon après-guerre, avec des micro-actions quotidiennes, où là on retrouve psychologiquement cet effet qui repose sur le fait qu'on avance par petits pas, donc on va vers l'avant, on ne fait pas machine arrière, l'effet de pied dans la porte, le besoin de cohérence. Voilà, on accepte ce que l'on fait, donc ensuite l'individu ne revient pas sur ce qu'il a accepté par nature, et on internalise progressivement et on va vers un acte répété que l'on répète, et puis que l'on donne l'impression, en tout cas à la personne qui le vit, que c'est elle-même qui collabore, quoi, en fait, qui considère comme étant son mode de fonctionnement librement admis. Donc c'est un programme d'endoctrinement militaire. Je ne dis pas que les organisations sont militaires, simplement il y a des choses à en retenir. Pour qu'un changement soit durable, il s'obtient par une succession de micro-engagements qui paraissent anodins, mais accumulés, c'est une transformation qui est profonde. Comment ça peut s'adapter, ça, dans un collectif de travail, alors que tout l'enjeu, c'est ça, c'est de transférer ça dans le quotidien d'une entreprise, en fait. Alors, j'ai mené des changements. L'un des enjeux que j'avais à faire dans la pratique sociale avec une équipe, en tant que manager, c'était une injonction qui m'était posée, une exigence externe. Lors d'une évaluation, la Haute Autorité de Santé indique qu'il n'y a pas de traçabilité de la pratique des éducateurs dans l'accompagnement des enfants dans les maisons d'enfants à caractère social. Ils n'écrivent pas, ne tracent pas leur écrit. Forcément, il y a un contexte. L'éducateur en lui-même accompagne l'enfant dans la vie quotidienne. Il l'accompagne autour de pratiques éducatives. Il est dans le faire. La Haute Autorité de Santé a besoin de traçabilité pour voir ce qui est fait, mais également pour percevoir et valoriser et sécuriser les pratiques. C'était l'enjeu qui était demandé. Face à cela, il y a eu d'une part une structuration d'un projet par le Yang, justement, ce qui va être solide, et également une influence des petits pas. Il fallait rappeler l'exigence, créer ce sentiment d'urgence, un peu comme tout à l'heure avec Renaud, en expliquant que l'absence de traçabilité, ça met en danger la reconnaissance du service. Ça ne permet pas, quand on n'écrit pas, de partager son savoir avec les autres. Et puis, il y a également aujourd'hui un besoin de protection
de l'acte éducatif. On le voit même encore récemment, que voilà, les personnes, on fait des choses avec des personnes, il faut les tracer pour les authentifier. Ça nous permet de nous protéger, de protéger la personne qui est accompagnée. Face à cela, un plan d'action également, donc c'est la structure, la vision doit être partagée, écrire c'est protéger, la structure c'est un plan d'action. Il faut informer sur les exigences, se rappelle qu'il y a des exigences, sans trop en faire état dans le sens où, à faire, pour ma part en tout cas, moi je l'ai conçu comme cela, trop part des exigences enferme la personne dans plus de résistance encore. Donc, simplement informer. Ensuite, mettre en place des outils. Ce n'est pas le tout de dire, demain, on va écrire nos pratiques. Il faut des outils simples, clairs, clairement énoncés, construits ensemble. Un plan d'accompagnement avec des mots, non pas des phrases, ni parce qu'il y a également l'écrit, on le verra après, qui est également une forme de résistance. Quand on n'écrit pas souvent, écrire, c'est difficile. Et puis, on va se fixer un temps. Moi, j'avais fixé 6 mois pour avoir 40% de plus de traçabilité des pratiques. Et c'est clairement énoncé. À côté de cela, comment est-ce qu'on l'accompagne ? De façon très pratique, c'est les mini-engagements dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes libre, sentiment de liberté. On va essayer de valoriser votre pratique par des écrits courts. Prenez un post-it et chaque réunion, on a une réunion tous les mardis. Je vous demande à chaque début de réunion d'avoir sur votre post-it quelque chose que vous avez fait, une ligne, ce que vous avez constaté en quelques mots, et quelle perspective ça peut donner. Avec une équipe, et c'est à la base un jeu librement consenti, l'éducateur me note que tel enfant a participé à la cuisine. Il me dit, il a fait la cuisine. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il se débrouille plutôt bien. Une perspective pourrait être qu'il cuisine et qu'il montre aux autres comment on fait. Voilà. Donc ils écrivaient ça. Ils écrivaient cuisine, Pierre a participé à la cuisine, bien, et puis perspective, atelier cuisine. Bof. À partir de ce moment-là, on a une donnée qui est écrite et qui est exploitable. Donc le pied dans la porte est présent, le mini-engagement est là. Bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est exploitable. Dans le tableau de traçabilité, on ne demande pas plus. Je ne vais pas demander à ce qu'il y ait un pavé dessus, qu'on fasse des analyses de quoi que ce soit. C'est pratico-pratique. Et c'est ce qui me manquait, l'accompagnement de l'enfant de façon tracée avec un objectif évaluable. Et une appropriation. La personne l'a écrit. Ce n'est pas moi qui ai demandé à la personne d'écrire ce qu'elle a remarqué. Et simplement que la simplicité fait que ça peut être transposable. Petit à petit, en cultivant cela, pas tout de suite, mais en amenant, en ayant juste cette exigence de base et en voyant un exemple pouvant en donner un deuxième, et puis commence à se former un travail d'accompagnement au changement avec une équipe qui va verbaliser son appétence ou sa résistance de façon différente dans ces petites choses. On retrouve le principe du pied dans la porte, on retrouve l'amélioration par les grosses actions. À court terme, il y a eu une augmentation du nombre d'écrits, pas autant que je le pensais. Un bilan. Et à long terme, une conformité avec les exigences de la Haute Autorité de Santé. Donc, face à cette résistance à une pression bureaucratique, qui est humaine, mon activité c'est d'accompagner les enfants, pas de passer ma journée dans le bureau. Des rapports, oui, et à perdre du temps face aux enfants. Parce que ce qui est souvent dit, le temps que je passe à écrire, c'est pas le temps avec l'usager, avec la personne accompagnée. Face à cela, il y a une valorisation, parce qu'on met en place ce qu'on appelle un projet, on valorise les actions, on peut les quantifier, les analyser, on reconnaît son travail et on le partage avec les collègues. On le partage. Et bien souvent, un domaine qui est souvent sous-estimé dans l'accompagnement des équipes, c'est l'auto-formation par les pairs, qui est d'ailleurs bien souvent mieux portée que par les intervenants extérieurs. Oui, quand c'est descendant. Oui, quand c'est descendant. En fait, c'est quelque chose parce que tu parles quand même en quelque sorte de les convaincre, de pouvoir les amener. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans un rapport de domination-soumission ? On parlait de manipulation. Manipuler, c'est pas toujours négatif. Oui. Ou est-ce que c'est une question d'équilibre entre les deux ? Et puis, est-ce qu'il y a une temporalité à ça ? Ouais. Effectivement, là, en présentant cela pourra paraître tout rose, mais il y a
Oui, après, sur le terme de manipulation, je pense qu'effectivement, il y a une forme de manipulation, mais manipulation, c'est pas forcément un terme négatif. Bien sûr, oui. Si on extrapole un petit peu, quand on a des enfants, à un moment ou à un autre, on va lui dire, bon ben voilà, il faut se brosser les dents tous les jours pour ta santé. Et puis si tu te brosses les dents, ben écoute, une fois que tu auras brossé les dents, je vais te raconter la petite histoire du soir ou des choses comme ça. Hein, il y a une sorte de prêter pour un... Voilà, mais néanmoins, c'est quelque part parce qu'on est persuadé que c'est pour son bien, il faut l'amener à une pratique qu'il aura de façon autonome. Il y a un peu de manipulation, un peu de chantage, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. On aide l'autre à faire quelque chose. Voilà, et pour plein de choses. Est-ce que quelque part, la manipulation ne fait pas partie également, pour moi, d'une stratégie orientée, plutôt quelque chose que l'on utilise à escient? Alors là, dans le cas d'une construction et d'un changement dans une organisation, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais escient, mais en tout cas, pour un bien collectif. Donc il y a un peu de cela. Soumission, oui, effectivement, après, on est soumis, de toute façon, le travail, oui, l'emploi en tout cas, et c'est également déjà un cadre dans lequel on est soumis à des obligations. Bien sûr. Voilà, donc qui sont librement consenties au travers d'un contrat de travail. Oui. Donc effectivement, est-ce que les exemples sont peut-être forts, et parce qu'on est dans un milieu de guerre, comme je disais tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un peu de cela, il ne faut pas se le cacher. Il y a également des limites, le temps, effectivement, comme tu dis, parce qu'effectivement, à un moment, le temps est une variable qui n'est plus... on ne peut pas faire cela pendant des années, se dire ça va pousser comme une petite forêt, tout cela, c'est bien beau. À un moment, il y a ce qui pour moi est indispensable, la continuité, oui, et à un moment, le changement, c'est une bascule. Je constate que le changement est une bascule à un moment, qu'on le veuille ou non. Voilà, on a mis le pied dans la porte, on va l'ouvrir en grand, on ne reviendra pas en arrière, et on bascule dans l'écrit. Hein, maintenant, c'est une pratique. Alors là, il y a un effet qui va exprimer une cassure, en tout cas un avant et un après dans le changement. À ce moment-là, il faut être justement solide, dire bon, on a pu constater que c'était possible, maintenant on va le faire. Et ensemble, vous allez le faire. Donc là, on ouvre à un autre champ qui sont justement la reviviscence de ces effets de résistance qui peuvent mener, parce que là aussi, il va falloir en parler, à une augmentation, une déstabilisation des salariés, et donc qui peuvent mener à des risques. Ouais. Avant de parler de ces risques, j'aimerais t'interroger sur le fait que cette conduite du changement, est-ce qu'il faut la faire de façon directive, hein? On parle dans le management qu'il y a 4 formes de management, il y a le directif, il y a le persuasif, il y a le participatif et il y a le délégatif. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de management participatif. Est-ce qu'il faut laisser faire donc les personnes et laisser les idées émerger comme ça chez elles, ou est-ce qu'il faut diriger plutôt ces éléments-là? Dans ma pratique, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il fallait être les 4 saisons dans la même journée. Oui. Je pense qu'il y a des paramètres aujourd'hui qui font que dans la même action, à un moment, et en fonction des personnes qu'on a en face de soi, en tenant compte de ce qui va les driver, en fonction du contexte, en fonction des pressions que l'on peut avoir, on peut très bien, et c'est tout à fait acceptable, mais il faut en faire part, dire ben voilà, un espace de liberté, je vous laisse écrire ce que vous voulez, je reprends mon exemple, néanmoins, on a une échéance. À côté de cela, je sais également que je vais pouvoir travailler avec une partie de l'équipe qui est déjà convaincue, une partie sur laquelle je dois mettre mon énergie, c'est ce qu'on appelle le ventre mou, un petit peu, hein, le milieu, laquelle là, il va falloir donner un peu plus, parce que on va jouer sur des effets qui sont je vais vous orienter, essayer de suivre les collègues qui vont avoir un peu plus de liberté. Donc, un management différent en fonction des personnes, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent éprouvé et que je trouve important. Et puis, il y a également des personnes avec lesquelles il va falloir continuer à travailler sans pour autant penser et devoir les persuader, ne pas appliquer un management persuasif parce qu'il y a une zone de résistance qui sont bien souvent, des biais cognitifs. Ouais. Des personnes qui ont des biais cognitifs face au changement parce qu'il y aurait un travail important à effectuer avec elles en fonction de leur personnalité pour accepter le fait de changer. C'est pas qu'elles sont opposées, hein, je fais la nuance. Un mot sur le biais cognitif,
C'est un message qu'on se donne à soi-même et qui nous empêche d'aller. On se persuade de ne pas pouvoir dépasser un état parce qu'on se persuade soi-même qu'on ne peut pas le faire. À partir de ce moment-là, et dans l'éducation on le voit souvent, face à une réussite, il y a des personnes qui vont se mettre en situation d'échec, persuadées par leur biais qu'elles ne peuvent pas y accéder. Bon, c'est un travail autre qui est faisable, c'est également quelque chose qui est vertueux et envisagé, mais voilà, il va falloir, en tout cas dans une période de changement, aller de l'avant, la méthode des petits pas et puis du changement, regarder devant avec ceux qui vont, avec l'ensemble et surtout ceux qui vont nous y emmener. Ouais. Est-ce que tu as observé une certaine limite à ces méthodes-là? Oui. 3 axes. La temporalité. On n'est pas maître du temps, malgré le fait qu'on se fixe à 6 mois. Ouais. Voilà, tout à fait. Il y a un moment où il va falloir basculer. Donc on n'est pas maître de cela. Il y a des enjeux, il y a les exigences institutionnelles, et puis il y a tous les effets qui vont faire la vie d'une organisation et qui vont mettre à mal la progression dans le changement de façon linéaire, des enjeux différents qui vont venir. À ce moment-là, il nous arrive tel effet, telle demande. Voilà, le changement qui était entamé est mis à mal parce que d'autres choses nous préoccupent. On n'est pas maître de ces éléments externes qui sont assez importants. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y en a d'autres également. Mais voilà, on peut... C'est une dynamique. Je le vois comme cela, dans une zone de turbulence qui doit être cadrée avec des étapes précises et qui sont également vouées à une adaptation elle-même constante. Le changement, il doit s'accompagner également de modes de prévention pour essayer de le faire vivre le mieux possible. Et il y a des outils dans les organisations. Donc le changement impacte les personnes sur leur représentation, etc. Est-ce que ça ne fait pas apparaître des risques psychosociaux? Parce que les risques psychosociaux sont là, comme le risque de chute, il est toujours là. Voilà. Mais ça va faire modifier le niveau critique de ces risques psychosociaux? Oui, tout à fait. Tout changement, en fait, crée de l'instabilité. Au début, je disais, oui, on recherche tous un équilibre, un environnement stable. Quand on fait quelque chose de bien, pourquoi le changer déjà? Au niveau conceptuel, parce que les éducateurs font un très bon travail dans leur accompagnement. Une exigence qui vient de l'extérieur et qui est aussi voulue, de reconnaissance par l'écrit. Mais pourquoi changer? Donc il y a forcément de l'instabilité qui entraîne des risques, et la notion de risque, des risques psychosociaux. Donc face à cela, toute organisation est soumise à un document unique d'évaluation des risques professionnels, qui s'appelle le DUERP, qui a comme base, en tout cas, d'évaluer les risques possibles et qui se fait collectivement. Très important. J'insiste là-dessus parce que le risque en lui-même, vu par mon regard, le regard de Sébastien, ne va pas être le même que par le collègue qui a une autre fonction au sein de l'organisation. Il va falloir que collectivement, on les évalue. On appelle ça la cartographie des risques. Quand l'organisation est importante, la loi exige le DUERP. La loi propose également le PAPRI Pacte, qui est justement la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes au risque au sein de l'organisation à élaborer une cartographie des risques à tout niveau et ensuite d'en définir pour chacun d'entre eux leur fréquence, combien de fois est-ce que ça va arriver, leur gravité, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas très grave, avec des petites échelles, des critères de 1 à 5. Et de là, par une méthode assez simple, on arrive à une criticité qui, elle, va être l'indicateur de l'importance du risque auquel est exposé. Il n'est pas arrivé, on parle de prévention du risque, une exposition, et pour lequel on peut penser à des éléments de prévention qui vont permettre d'accompagner le salarié pour pas que ça arrive et si cela arrive également, des process d'action corrective. Ouais. Donc, je présente là en quelques mots le DUERP, et si je peux enchaîner sur des exemples auxquels j'ai pensé, le changement de valeur est un risque psychosocial très important dans le monde social qui est vécu sous divers aspects. On le voit avec l'accueil des enfants dans les maisons d'enfants, dans la protection de l'enfance, où j'ai vécu, moi, en tant qu'éducateur, j'ai été formé et je m'étais engagé à un travail pour accompagner des enfants qui avaient des carences éducatives
loi de 75, donc des carences éducatives. Il fallait les accompagner par un accompagnement éducatif pour essayer de pallier à cela. D'ailleurs, le métier, c'est éducateur. Éducateur, qui a un sens large. Effectivement, il y avait cette notion de base qui était éducativement, comment j'allais accompagner les enfants qui présentaient des carences éducatives. Petit à petit, par le glissement également des politiques sociales, on a eu l'apparition, je l'ai vu depuis maintenant 15 ans, oui, une bonne quinzaine d'années, de plus en plus d'enfants arrivant dans des structures d'accompagnement qui présentent des troubles psy. Troubles psy pour lesquels l'éducateur, à la base, n'a pas eu de formation, et surtout, au niveau des valeurs, ne s'engageait pas en étant un professionnel de la santé. Oui. Il ne faisait pas ce choix-là. C'était pas un choix de l'éducation et pas du soin. Et pas du soin. Ouais. Donc, mais néanmoins, ces enfants ne présentent pas que des troubles psy, souvent des troubles psychologiques et des carences éducatives, donc il y a un mélange, mais il y avait cet accompagnement-là. Et là, on a un véritable changement de valeur aussi. C'est-à-dire que, est-ce que je suis toujours cohérent entre mon métier, enfin, ce pourquoi j'ai été formé et l'action que je mène. Et une déstabilisation. Donc, face à cela, il y a un travail on était dans une logique éducative, on est dans une logique clinique quelquefois. Mais perte de repère pour le professionnel, perte de sens. Problème, face à un changement de valeur. Face à cela, de façon préventive, déjà, il y a l'identification au travers de l'outil, mais il va falloir penser à clarifier les missions de l'éducateur. Ça, c'est des espaces de dialogue doivent être créés et essayer de trouver collectivement les valeurs de l'accompagnement qui vont rester, parce que celles-ci sont toutes de même là. Il y a toujours l'accompagnement à l'enfant vers un devenir, ce passage par les institutions pour un devenir meilleur. Qu'est-ce qui va nous... Et là, on parle de valeurs et de principes. Hein. Donc, il y a ce travail primaire qui est important. De façon secondaire, les managers doivent être formés, les équipes également, à la gestion des conflits de valeurs. Pas seulement pour accompagner ce cas de figure, mais les conflits de valeurs impactent profondément les pratiques car elles déstabilisent dans un milieu qui n'est pas marchand et où on ne peut pas justifier tout par le salaire ou des primes, ce n'est pas le cas, déstabilise véritablement l'engagement. C'est important. Et puis de façon tertiaire, il faut accompagner les personnes individuellement en expliquant qu'il y a la médecine du travail, qu'il y a des soutiens, des espaces de soutien psychologique obligatoires dans les établissements autour des analyses de pratique, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent être mis en place. Et il faut accompagner, car on ne doit pas subir le changement, on ne doit pas agrandir la souffrance. Ouais. Il y a d'autres risques psychosociaux ? Oui, je voulais parler des risques émotionnels qui sont également présents. Si je reprends mon exemple de la traçabilité comme risque, ne serait-ce que aller vers l'écrit. Quand vous n'avez pas écrit depuis longtemps, que vous n'avez pas cette habitude, c'est quoi écrire ? C'est faire objet de sa pratique, faire objet de soi au travers de l'écriture. Il faut penser aussi que ça peut représenter une déstabilisation. C'est difficile d'écrire. On a peur de mal écrire. On va être lu par qui ? On peut avoir une contenance et être très bon professionnel, et puis se présenter, s'exprimer autrement par un autre biais, ne pas se présenter au mieux. Hein. Donc ça doit être à l'aise à l'écrit. Voilà, ça déstabilise. Ça peut être aussi une source d'anxiété, un sentiment de culpabilité. Et puis une chose dont on parle peu aussi, mais on va écrire également des choses que l'on a ressenties. C'est-à-dire faire part et décrire un événement, parce que c'est obligatoire aujourd'hui, d'écrire un événement qui a été difficile à vivre, c'est revivre l'événement. Ça aussi, parce qu'il faut être précis et rigoureux. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pu constater, qu'est-ce que l'enfant a ressenti, qu'est-ce que j'ai ressenti. Donc ça aussi, ça doit s'accompagner. C'est pas un acte anodin. Et puis, il faut accepter, et ça c'est dans le registre émotionnel, une frustration. Parce que forcément, on perd un peu de sens. Moi, mon sens, c'était d'accompagner les enfants. C'est pas d'écrire. Donc il y a une frustration par rapport à ça. Et là, à nouveau, on retrouve des éléments au sein du DUER qui sont à travailler collectivement, ensemble, sur l'organisation, la répartition des tâches. Comment est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on place un temps pour écrire ? Quelle place ça va avoir et avec quel outil ?
Façon secondaire, dans la prévention, il faut former également les personnes à la rédaction des écrits professionnels. Il y a beaucoup de formations là-dessus. C'est pas que les gens ne savent pas écrire, simplement qu'il faut réapprendre à le faire de façon pratique, en essayant de ne pas y mettre trop de sa personne. Et puis accompagner individuellement les salariés en souffrance, toujours cette idée que, voilà, ça peut créer de la souffrance. Qu'est-ce qui est en place au niveau interne, au niveau externe? Et puis éviter une trop grande pression qui affolerait, déstabiliserait les personnes en les accompagnant dans leur pratique. Parce que ça peut être aussi source d'épuisement, à trop tracer. Voyez. C'est ça, c'est le rôle du manager de gérer cela. Les risques émotionnels, ils ne viennent pas seulement de l'exposition, mais de l'exigence croissante de traçabilité. Écrire sur des situations traumatisantes, craindre l'erreur, perdre du temps dans la relation, ça crée de l'anxiété, ça fragilise les professionnels. Tout cela, ça doit être accompagné. Enfin, j'avais encore autre chose, je voulais parler d'insécurité. Vas-y. C'est pas Jojo tout ça, Sébastien. mais ce sont des risques, mais ça ne se réalise pas toujours. C'est des risques. Ça ne se matérialise pas toujours, ce sont des risques. Comme le risque de chute. Tout le monde peut tomber en marchant, mais très peu de personnes tombent en marchant. Ouais. Et je dirais que même l'outil du DUER et la cartographie des risques, quand elle est faite ensemble et bien accompagnée, dans l'accompagnement des salariés, je fais l'hypothèse qu'on réduit déjà les risques. À partir du moment où on en a parlé et où on sait que il va y avoir un accompagnement possible, préventif, secondaire et tertiaire. Primaire, secondaire et tertiaire. L'insécurité également, la dépossession professionnelle, là on le voit de façon globale, mais alors là, pas seulement dans le domaine social, médico-social, dans les structures sanitaires. Dans la fonction publique aussi. Les restructurations institutionnelles, les financements instables, le manque de moyens, je dois faire au moins autant, voire même plus. Donc on perd en autonomie, les professionnels perdent en autonomie. Là, c'est un domaine qui est même plus à discerner, il est flagrant dans toutes ces structures. Donc là également, l'importance de penser la marge de manœuvre et l'autonomie qu'avaient les professionnels. Aujourd'hui, avec avec un manque de moyens, on réduit la marge d'autonomie qui était celle où le professionnel se reconnaissait dans sa pratique. Donc on crée de la frustration, on crée de l'angoisse. C'est une dépossession professionnelle. On ne peut plus ajuster librement son fonctionnement. On est contraint par un manque de moyens et une restructuration. Plus d'écrits, on est contraint à des modes de fonctionnement qui nous dépersonnalisent dans notre accompagnement. Et ça, il faut bien le prendre en compte, de nouveau, au travers de modes de prévention des risques d'insécurité et de dépossession professionnelle, perte d'autonomie, c'est ce qu'on a dans ce risque-là. Donc communiquer de manière transparente sur les projets, c'est le rôle de la gouvernance, expliquer que oui, il va falloir restructurer, qu'on a des financements qui ne sont pas dus, mais qui nous sont donnés, et que ceux-là, il va falloir les ajuster avec des décisions stratégiques. C'est des changements lourds, longs et forts, mais il va falloir en tout cas communiquer là-dessus dans un système collaboratif et collectif au sein du DUER par le PAPRIPACT, accompagner les équipes par des formations, des nouveaux dispositifs de mobilité interne, et je dirais même d'aller vers une autre culture, même de son métier. Pareil, également une prévention tertiaire avec toujours cet accompagnement individuel, la réorientation professionnelle, enfin il y a tous ces aspects qui sont maintenant mis en œuvre quand même, que l'on voit de façon assez pérenne dans les institutions qui voient à long terme leur pratique. Donc l'insécurité, la perte d'autonomie, c'est la perte de repères et de démotivation, elle se gère également par la clarté des projets. Moi j'ai toujours constaté qu'à partir du moment où on faisait preuve de clarté, de vision, avec ses axes de progrès, mais aussi avec ses axes forts, voilà, je pense qu'on en est capable. C'est pas de la poudre aux yeux, c'est travailler véritablement sur des axes concrets et parler du travail comme un élément et un objet, et de pas d'identifier, de rapprocher la personne et le travail, d'en faire qu'un seul. Voilà. D'accord, Nicolas. Avant de prendre les questions, donc finalement on pourrait résumer en disant le changement il est inévitable, c'est le monde qui change, tout change, on doit s'adapter. Ça génère des résistances parfois, ça augmente le niveau des risques psychosociaux, il faut l'anticiper. Le DUER est l'outil pour ça. Donc, dès qu'on s'engage dans une démarche de changement, il faut mettre à jour le DUER pour pouvoir anticiper et noter clairement. Tu parlais des écrits, c'est important. Au niveau des risques, oui. Oui, tout à fait, les risques psychosociaux qui augmentent. Plusieurs méthodes
pour la conduite du changement. Il faut choisir celle qui convient le mieux à la situation. J'imagine qu'elles ne sont pas toutes adaptées pour tous les contextes. Tout à fait. Et puis, ce changement se fait progressivement. Et à un moment donné, il y a une bascule de l'autre côté où on a mis en œuvre tout ce changement. Oui. Ouais. J'ajouterais que de façon symbolique, l'approche taoïste permet de comprendre qu'il y a d'un côté un cadre rigide et structuré qui doit permettre de faire un repère et qui doit en tout cas encadrer les choses pour montrer que voilà, il y a des objectifs clairs. Et là-dedans, il doit y avoir une souplesse. Et cet équilibre, souplesse, agilité du manager dans le mode de management, mais également dans l'adaptation au contexte et l'adaptation dans le changement. Et puis, un confort, ou du moins un matelas qui va sécuriser l'appréhension des risques, qui de toute façon va être bousculé au travers d'outils tels que la prévention des risques et l'outil du DUER, qui est l'outil prévu et qui est exigé maintenant de toute organisation. Très bien, merci Nicolas. On va prendre maintenant les questions des participants. Alors, nous avons Benoît qui demande comment accompagner au changement sans tomber dans la manipulation. Alors justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la manipulation, elle est inévitable, elle n'est pas forcément négative. Et même l'étymologie de manipulation, à la base, à l'origine, c'est de prendre le blé pour le jeter, pour le semer. Et donc c'est faire que le blé ne repousse pas juste au pied, mais puisse s'étaler. Donc il y a un acte qui est positif et qu'on manipule. Et d'ailleurs, il y a plein de métiers où on fait des manipulations. Dans des laboratoires, on manipule. Donc la manipulation n'est pas forcément négative. Alors, comment est-ce que toi, tu pourrais approfondir ça sur cette question que finalement le changement nécessite d'accompagner les gens, donc de manipuler les choses, mais sans tomber dans la manipulation négative? La stratégie en elle-même, elle va définir comment accompagner les salariés à changer. Là-dedans, il y a un objectif qui est nécessaire pour répondre à des exigences, mais qui doit également permettre d'améliorer la qualité. Donc, la manipulation, on peut utiliser un autre mot, mais en tout cas, l'accompagnement qui va être proposé doit sous-tendre à améliorer la qualité de la prestation. L'objet, donc la finalité, en elle-même, n'est pas négative. Ce qui va mener à une amélioration positive, c'est une forme, oui, de manipulation, mais vouée à un objet qui ne va pas déprécier le travail. Donc, si l'objectif final est clair et qu'il amène quelque chose de positif, tous les vents qui vont nous y mener vont être eux-mêmes voués à une action positive. Mais effectivement, si vous voulez simplement en changeant l'objectif, moi je le vois comme cela, si je veux justement mettre à mal ou dégrader une pratique, on peut utiliser les mêmes outils qui vont petit à petit convaincre l'autre qu'il faut dégrader sa pratique. C'est simplement quel est l'objet, quelle est la commande, qu'est-ce qu'on a comme visée, comme cap. C'est ce qui va faire peut-être varier le mot manipulation d'un aspect négatif à un aspect positif. Peut-être que ce mot est également pas le meilleur à utiliser. C'est vrai qu'il peut être mal perçu en soi. Moi, je suis assez à l'aise avec. Et puis, il faut en parler. Dire, bah oui, effectivement, ce petit jeu de l'écrit qui va mener à cela, c'est essayer de vous faire comprendre par vous-même. Puis, je vous le dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Moi, je voulais rebondir un instant sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure est-ce qu'on est dans un rapport de domination, de soumission? On avait vu que c'était quand même délicat. Et je voulais indiquer qu'il y a un historien qui s'appelle Johan Chapoutot, qui a beaucoup travaillé sur le management en entreprise, et y compris dans le développement du nazisme. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Libre d'obéir, ce qui est quand même un oxymore, et qui est un très très bon livre, et qui est sorti là récemment aussi en bande dessinée. Et c'est très intéressant, la manière qu'il a d'approcher historiquement cette question de finalement l'adhésion à quelque chose où on va obéir. Mais on adhère quand même de façon volontaire. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que
En fait, la libre adhésion à un changement, face à la résistance, elle va plus se faire au travers des pairs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collègue a adhéré même un petit peu à une notion de changement, son impact, sans qu'il le conscientise, va être fort parmi ses collègues. Beaucoup plus, et c'est pour ça que je trouve cette méthode intéressante, que par les meilleurs discours du manager ou du supérieur. Donc l'aspect, je pense qu'on est fortement impliqué dans un rapport descendant dans le travail, et en travaillant de façon horizontale avec un peu de stratégie, on est beaucoup plus efficace. Ouais. Quand deux collègues disent bah voilà, je l'ai mis, c'est bon, j'ai tracé ma pratique, puis oui, effectivement, voilà, c'est fait. Bah, le troisième, il va peut-être avoir une oreille qui va plus se tendre de ce côté-là que du côté du manager. Effectivement, ouais. Alors est-ce que ça fait partie d'une façon... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté comme élément probant de changement. Oui, parce qu'en fait, ça appelle à l'identification des pairs. C'est-à-dire qu'on s'identifie non pas à quelqu'un qui est supérieur à nous hiérarchiquement, mais à quelqu'un qui est comme nous. Tout à fait. Et ce qui est bon pour lui est plutôt bon pour moi. Et c'est ce que tu disais chez les Chinois, qui faisait que les soldats écrivaient les choses et ensuite ils le partageaient avec les autres. Et donc ça venait pas de l'oppresseur ou de la personne qui les mettait en détention, ça venait des pairs. Et c'est encore... Oui, alors bon, l'exemple, parce que c'est l'exemple historique, mais par exemple en Chine, je crois que c'était dans des quartiers de Pékin, on déblaye la neige devant chez soi, tout le monde le fait. Simplement en Chine, on demande à ce que ce soit fait le samedi à 11h. Parce que en demandant aux personnes de le faire à ce moment-là, quand vous avez tous vos voisins qui prennent la pelle et qui enlèvent la neige, ça donne plutôt tendance à y aller. Hein. C'est tout, la demande c'est juste ça. Ouais. On nettoie le samedi matin à 11h. Alors comment ils y sont arrivés par la technique? Il y a plein de choses comme ça qui créent également, attention, parce que c'est là où c'est une différence culturelle aussi, qui crée également une forme d'endoctrinement. Si à 11h on déblaye la neige, oui, mais où est-ce qu'on pourrait aller comme cela? Bien entendu, sauf que là, on est dans des actions qui sont positives pour tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Non. Hein. Non. On est presque du côté des nudges où on a mis des mouches dans les urinoirs pour forcer exactement. les hommes à cibler la mouche bêtement, et au moins, ils urinaient dedans, pas à côté. Je ne pensais pas que vous m'emmèneriez sur ce terrain. Écoute, voilà. Il y a Sandrine qui te pose une question et qui te demande comment redonner de l'intérêt à son cœur de métier lorsque les instances sanitaires modifient régulièrement les protocoles. Et elle parle notamment de la question des crèches. Comment est-ce qu'on fait finalement quand on a un cœur de métier, qu'on a des valeurs, et puis que les instances externes modifient tout ça? Je pense que c'est effectivement une très bonne question, en fait, sur ce qui va faire que l'on va aller faire ce travail pour lequel on est voué au fond de soi avec porte des valeurs fortes et qui est mise à mal par un contexte d'exigence, de traçabilité, mais de normes également, et puis dans un milieu qui est pas satisfaisant au niveau de la rémunération pour tous ces métiers-là. Je pense qu'il faut en tout cas beaucoup travailler sur les principes et les valeurs ensemble, sur ce qui nous porte et sur la fierté et l'image que l'on a en tant que manager. C'est de se dire il faut faire attention à l'image que l'on renvoie. Avoir un métier qui est porté à l'extérieur nous amène quand même à le faire plus facilement. J'ai évolué dans la politique de la protection de l'enfance. C'est un métier qui n'a pas une image très valorisée. J'ai évolué aujourd'hui dans le milieu de la politique de l'asile, où l'image est un peu mieux considérée dans la société. Je trouvais que c'était important en tant que manager de travailler cet aspect-là pour le bien des salariés, parce que c'est ce qu'on a, c'est-à-dire tout être humain a une dignité, et l'envie d'aider les autres, c'est une vertu qui est forte. Il faut lui donner de l'importance et de dire que c'est là-dessus où on va être ensemble. Ouais. C'est peut-être d'autant plus difficile parce que ce sont des métiers, pour la plupart, des métiers de vocation. Tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des métiers qu'on fait par hasard. Non, ce sont des métiers c'est le métier du care. Oui, il y a soit une vocation, parfois il y a même une passion du métier. Oui, c'est ça. Ouais. L'accompagnement, il doit se faire aussi sur ce qui est de l'ordre de ce qui est attendu dans le cadre de la fiche de poste, sur des aspects qui sont contractuels, et de l'ordre de ce que
là où vous devez, ce que vous amenez de vous. Il y a une part, on ne peut pas être deux personnes, mais le rôle également d'une organisation, c'est de veiller à ce que la personne essaye de faire au mieux pour ne pas dépasser son engagement et que le métier qu'il ne devienne pas qu'un. Et l'écrit peut justement permettre de scinder la pratique de l'individu et de ne pas faire de soi un objet de pratique. Car là, il y a une exposition aux risques psychosociaux qui peuvent mener à des conséquences grave pour l'individu qui va perdre foi en son métier. Il doit tout de même, et c'est également le rôle d'une organisation, de scinder ces deux aspects, tout en reconnaître la valeur et l'engagement de la personne. Pas par une belle phrase à Noël, reconnaître l'engagement et la valeur de la personne. Et là, il y a plein d'autres process encore, en tout cas envisagés. Merci beaucoup, Nicolas Sclari. Merci. Merci.